Qu'est-ce qui définit la valeur d'une personne? Est-ce le poste qu'elle occupe, les vêtements qu'elle porte ou le solde de son compte en banque? Pour Nathanael Harrington, un homme qui pouvait s'acheter des quartiers entiers sur un coup de tête, la réponse avait toujours été le succès. Jusqu'à une nuit pluvieuse dans un coin oublié d'une ville qui lui appartenait, où il vit un fantôme de son passé, un visage qu'il n'avait pas vu depuis le lycée, maintenant marqué par une lassitude qui le glaça jusqu'aux os. Elle était serveuse, ses mains abîmées par le travail, ses rêves apparemment emportés par les flots. Il était milliardaire, un titan de l'industrie, et alors qu'il était assis là, dans l'ombre d'un petit bistrot graisseux, il fut confronté à un choix qui allait dénouer un passé qu'il pensait comprendre et déclencher une chaîne d'événements si dramatiques, si complexes, qu'elle menacerait de les détruire tous les deux. Ce qu'il fit, ensuite, n'était pas un simple acte de gentillesse, c'était le début d'une tempête. La pluie tombait sur Lyon avec une fureur vengeresse. Pas le doux crachin pour lequel la ville était parfois connue, mais un martèlement percutant qui semblait effacer les couleurs du monde. Depuis son appartement-terrasse au 58e étage de la nouvelle tour Zénith, Nathanael Harrington regardait la ville se dissoudre en un flou d'aquarelle, mêlant néon et asphalte. En bas, le monde s'agitait et se pressait, mais ici, il n'y avait que le son de la pluie et le bourdonnement stérile de la climatisation. À 32 ans, Nathanael était l'architecte de sa propre cage dorée. Son entreprise, Synapse Dynamics, avait révolutionné la compression de données, faisant de lui un milliardaire avant son 30e anniversaire. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Un portefeuille qui éclipsait le PIB de petites nations, une collection de voitures de collection qu'il ne conduisait jamais, et un carnet d'adresses rempli des noms les plus puissants de la technologie et de la finance. Ce qu'il n'avait pas, c'était l'envie d'assister au gala de bienfaisance auquel il était censé se rendre, l'idée d'une autre soirée de sourires forcés, de conversations insipides et de champagne tiède lui retournait l'estomac plus que le marché boursier le plus turbulent ne l'avait jamais fait. Il desserra le nœud de sa cravate Hermès, la soie lui faisant l'effet d'un nœud coulant. « Annulez ma présence au gala, Jessica, » dit-il dans son téléphone, sa voix plate. « Dites-leur qu'une conférence téléphonique internationale de dernière minute est apparue, quelque chose d'inévitable. » À l'autre bout du fil, son assistante, toujours aussi efficace, ne manqua pas un battement. « Bien sûr, monsieur Harrington. Souhaitez-vous que le chef Antoine vous prépare quelque chose ici? »« Non, » dit Nathanael, une impulsion soudaine et hête. « Range s'emparant de lui. »« Non, je crois que je vais me chercher quelque chose moi-même. » Le silence à l'autre bout du fil était plus éloquent que n'importe quelle question. Nathanael Harrington ne se cherchait jamais quelque chose lui-même. Il n'avait pas mis les pieds dans une épicerie depuis 5 ans. Il enleva sa veste de costume sur mesure, la remplaçant par un simple imperméable noir qu'il avait depuis l'université. Il attrapa une casquette unie et laissa son portefeuille, ne prenant que quelques billets de 100 € d'un tiroir de bureau. Il voulait être anonyme, un fantôme dans sa propre ville. L'ascenseur descendit les 58 étages dans un murmure d'acier poli et de silence. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre et d'arrangements floraux passivement agressifs. Le portier, un homme stoïque nommé George, se précipita avec un parapluie ridiculement grand. « Monsieur Harrington, votre voiture vous attend. »« Pas ce soir. »« George, » dit Nathanael en baissant sa casquette. « Je marche. » Il sortit sous le déluge avant que George ne puisse protester. Le choc de l'air froid et humide fut une gifle bienvenue. Il marcha sans direction, laissant la pluie tremper son jean, l'eau s'infiltrant dans ses chaussures en cuir coûteuses. Il passa devant des restaurants étoilés Michelin avec des voituriers blottis sous des auvents, des bars branchés pulsant de musique et de rire, et des théâtres déversant des clients bien habillés sur le trottoir mouillé. Rien de tout cela ne l'attirait. Il tourna dans une rue latérale, puis une autre, les imposants bâtiments de verre et d'acier, du quartier des affaires, laissant place à des immeubles en briques plus anciens aux enseignes délavées. C'est ici, niché entre une laverie automatique et une librairie aux vitrines placardées, dans le quartier du Vieux Lyon, qu'il le vit, le Bouchon lyonnais. L'enseigne au néon était un désastre vacillant, le N de Lyonnais ayant abandonné le combat depuis des années. La vapeur embuait les grandes vitres, promettant chaleur et refuge contre la tempête. C'était le genre d'endroit où lui et son père allaient, le samedi matin, il y a une éternité. Par impulsion, il poussa la porte. Une petite cloche tinta, annonçant son arrivée. L'air était épais, chargé d'odeurs de saucissons chauds, de vieux café et de laine humide. Quelques clients étaient dispersés dans les banquettes en vinyle usé. 2 routiers grisonnants, un jeune étudiant penché sur un ordinateur portable,
et une femme âgée sirotant une tasse de thé. C'était parfait, anonyme. Il se glissa dans une banquette au fond, le vinyle rouge craquelé soupirant sous son poids. Il prit le menu plastifié, les coins ramollis par l'usage. Les prix semblaient dater d'une autre époque. Il pouvait acheter tout le stock de la semaine du restaurant avec l'argent qu'il avait en poche. « Je suis à vous dans une seconde, monsieur. » Une voix retentit de derrière le comptoir. Nathanaël leva les yeux et le monde s'arrêta. La voix appartenait à une serveuse qui débarrassait adroitement une table, ses mouvements efficaces et rodés malgré l'épuisement évident de sa posture. Elle portait un simple polo noir, légèrement trop grand, avec le logo du restaurant brodé dessus, et ses cheveux blonds miel étaient attachés en une queue de cheval désordonnée mais fonctionnelle. Des mèches s'en étaient échappées, collant à ses tempes. Mais c'était son visage. Il reconnaîtrait ce visage n'importe où. Il était plus mince, les pommettes plus saillantes. Et il y avait de fines rides de soucis autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Mais les yeux eux-mêmes, d'un vert saisissant, étaient les mêmes. La détermination de sa mâchoire était la même. C'était Adèle Bennett. Un flot de souvenirs si puissants qu'ils en étaient presque vertigineux. Nœud déferla sur lui. Lycée du Parc, promotion 2011. Adèle Bennett n'était pas juste une fille de son passé. Elle avait été sa référence, sa rivale, son ombre. En spécialité physique, ils s'étaient battus pour la meilleure note. Au club de débat, ils avaient été des partenaires redoutables et des adversaires encore plus féroces. Elle était brillante, avec un esprit acéré comme un rasoir et une âme d'artiste qui semblait en contradiction avec son esprit analytique. Tandis qu'il était un prodige des maths et des sciences, elle était une véritable polymathe, excellent en calcul tout en esquissant des chefs-d'œuvre dans les marges de ses cahiers. Il se souvenait de ses rêves. Elle allait intégrer l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, devenir une peintre de renommée mondiale ou une graphiste qui changerait le visage de la publicité. Elle parlait d'art avec une passion qui l'intimidait et le fascinait à la fois. Il y avait eu un courant tacite entre eux, une attraction magnétique de deux esprits fonctionnant sur une fréquence similaire. Dans un moment d'audace inhabituelle, il avait presque failli l'inviter au bal de fin d'année, mais il s'était dégonflé, intimidé par son feu, et le moment était passé, perdu dans les annales de la lâcheté adolescente. Et maintenant, la voilà, dans un petit bouchon graisseux, ses mains, qu'il se souvenait tenir des fusains fins et des pinceaux délicats, agrippant maintenant des assiettes sales. L'artiste qui devait prendre le monde d'assaut demandait à un routier s'il voulait une autre tournée de café. Elle tourna son regard, balayant la salle, et pendant une seconde terrifiante, leurs yeux se croisèrent. Il baissa rapidement les yeux sur son menu, son cœur battant la chamade. L'avait-elle reconnu? Il risqua un coup d'œil. Non, son regard était déjà passé à autre chose, son expression un masque de neutralité professionnelle. Bien sûr qu'elle ne l'avait pas reconnu. Il n'était qu'un client de plus, une ombre dans une banquette sombre. Le geek de la tech, maladroit et dégingandé du lycée, avait disparu, remplacé par un homme forgé dans les salles de conseil et les transactions de plusieurs milliards d'euros. Il avait une apparence différente. Il était différent. Elle s'approcha de sa table, un petit carnet à la main. « Désolé pour l'attente. Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle, sa voix fatiguée mais aimable. De près, il pouvait voir la réalité de sa situation plus clairement, les légères cernes sombres sous ses yeux, la petite cicatrice pâle sur son avant-bras, probablement une brûlure de la plaque de cuisson. Ses ongles étaient propres, mais coupés courts, pratiques. Une vague de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, colère, pitié, une profonde tristesse, le submergea. C'était injuste. C'était une injustice cosmique. « Un café !» réussit-il à dire. Sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Noir. Ça arrive tout de suite, dit-elle, le griffonnant sans le regarder à nouveau, avant de tourner les talons et de retourner au comptoir. Il la regarda s'éloigner, son esprit un maelstrom de questions. Que s'était-il passé? Qu'était-il arrivé aux beaux-arts? Qu'était-il arrivé au feu, au rêve, à la force irrésistible qu'était Adèle Bennett? Il resta plus d'une heure, sirotant la même tasse de café amer. Il l'observa. Il vit la façon dont elle offrit une part de tarte gratuite à la femme âgée, en murmurant « Ne vous en faites pas pour ça, Marthe ». Il vit comment son sourire, bien que fatigué, était sincère lorsqu'elle plaisantait avec les routiers. Et il vit autre chose. Le gérant, un homme corpulent au front en sueur et un badge indiquant « Dubois », sortit de l'arrière-boutique. Il accula Adèle près des machines à café, sa proximité juste un peu trop grande pour être confortable. Nathanaël ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais il pouvait voir le langage corporel.
le sourire suffisant de Dubois, la façon dont ses yeux la parcouraient, le léger mais ferme recul d'Adèle, sa mâchoire se crispant, son visage devenant un masque de pierre. Elle dit quelque chose de court et sec, puis le frôla pour prendre une nouvelle cafetière. Dubois la regarda s'éloigner, un sourire méchant sur le visage. La rage, froide et pure, différente de tout ce qu'il avait ressenti lors d'une opéra hostile, pulsa dans les veines de Nathanaël. La vue de cet homme lui manquant de respect, d'Adèle devant endurer cette indignité juste pour gagner sa vie, était plus qu'il ne pouvait supporter. Ce n'était pas une situation pour une simple aumône. Jeter de l'argent sur ce problème serait une insulte à la fille fière dont il se souvenait. Cela ne résoudrait pas le problème de fond, et cela ne lui rendrait pas sa dignité. Non, cela nécessitait autre chose, un plan. Quand Adèle apporta l'addition, il posa 2 billets de 100 € sur la table. C'était beaucoup trop, mais c'était tout ce qu'il avait. Elle vit l'argent, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Monsieur, je ne peux pas rendre la monnaie là-dessus. »« Ce n'est pas pour moi, dit-il, gardant sa voix basse et son visage incliné vers le bas. C'est pour vous et pour la tarte de Marthe. » Avant qu'elle ne puisse protester, il se glissa hors de la banquette et se dirigea vers la porte, sa casquette tirée bas. « Attendez !» cria-t-elle derrière lui. Il ne se retourna pas. Il poussa la porte et retourna sous la pluie incessante de Lyon, la cloche du bistrot sonnant son départ. Il n'était plus seulement un fantôme, il était un homme avec une mission. Le puzzle de l'étoile déchue d'Adèle Bennett était un mystère qu'il allait résoudre. Et quant à M. Dubois, Nathanaël se fit une promesse silencieuse et glaçante. Le jour de sa reddition de compte approchait. Le sommeil fut un étranger pour Nathanaël Harrington cette nuit-là. Le silence stérile de son appartement-terrasse lui semblait oppressant. La vue panoramique des lumières de la ville se moquait de lui. L'image du visage fatigué d'Adèle était gravée dans son esprit, un contraste saisissant avec la fille vibrante et ambitieuse dont il se souvenait. La fille qui, un jour, lors d'un débat particulièrement houleux sur l'astrophysique, l'avait traité de belle calculatrice sans âme. Il avait été offensé à l'époque, mais maintenant, entouré de ces belles possessions sans âme, l'insulte ressemblait plus à une prophétie. À 5 heures du matin, il était dans son bureau à domicile, la ville encore enveloppée dans l'obscurité. Il n'était pas un homme qui laissait les choses au hasard. Il n'avait pas bâti Synapse Dynamics sur une impulsion. Il l'avait bâti sur des données, sur la compréhension de chaque variable. Il devait comprendre l'histoire d'Adèle, dans son intégralité. Il passa un appel à un numéro qui ne figurait dans aucun annuaire. « Arthur, c'est Nathanaël. » Arthur Gabel était un homme qui évoluait dans l'ombre. Officiellement, consultant en gestion des risques, il était en réalité le détective privé le plus discret et le plus efficace de la côte ouest. Il avait traité des cas d'espionnage industriel sensibles et des affaires personnelles délicates pour Nathanaël pendant des années, toujours avec une précision chirurgicale et une confidentialité absolue. « Nathanaël, il est tôt, même pour toi. » La voix rauque d'Arthur passa à travers la ligne cryptée. « Laisse-moi deviner, une tentative d'OPA hostile d'un rival à Shanghai ?»« Quelque chose de plus important, » dit Nathanaël, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « J'ai besoin d'un dossier de fonds complet et absolument discret sur une perso. Un N. Adèle Bennett, B-N-N-E-T-T, environ 32 ans, diplômée du lycée du Parc, promotion 2011. Dernier emploi connu, serveuse au Bouchon Lyonnais, rue Saint-Jean. » Il y eut une pause. Arthur était probablement surpris par la nature de la demande. Il avait l'habitude d'enquêter sur des titans de l'industrie, pas sur des serveuses. « Discret, c'est mon 2e prénom. Qu'est-ce que je cherche ?»« Tout, » ordonna Nathanaël. « Je veux savoir ce qui lui est arrivé après le lycée. Dossiers universitaires, situation familiale, historique financier, dossiers médicaux si tu peux les obtenir légalement. Je veux savoir pourquoi une étudiante qui a été acceptée aux Beaux-Arts avec une bourse complète sert du café dans un boui-boui. Je veux tout savoir sur sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Et Arthur, sois délicat. Ce n'est pas un sujet hostile, c'est délicat. »« Compris, » dit Arthur. « Tu auras un rapport préliminaire d'ici là. » Fin de la journée. La journée fut un tourbillon de réunions que Nathanaël enregistra à peine. Il feignit de s'intéresser aux projections trimestrielles et aux stratégies marketing, son esprit à des kilomètres de là, dans un petit bouchon lyonnais. Son équipe remarqua sa distraction. Des questions furent posées. Se sentait-il bien? Y avait-il des problèmes avec le conseil d'administration? Il les écarta avec une aisance bien rodée, mais à l'intérieur, un changement tectonique se produisait.
Pour la première fois en une décennie, quelque chose comptait plus que Synapse Dynamics. Fidèle à sa parole, à 17 heures précises, un fichier sécurisé apparut dans la boîte de réception privée de Nathanael. L'objet était simple. Rapport sur A. Bennett. Nathanael mit fin à sa dernière réunion et verrouilla la porte de son bureau. Il se versa un verre d'eau, sa main légèrement tremblante, et ouvrit le fichier. Ce qu'il lut démantela méthodiquement. En sa compréhension du monde, ce n'était pas une histoire d'échec, mais de sacrifice. Le rapport commençait comme il s'y attendait. Adèle avait bien été acceptée à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon avec une prestigieuse bourse d'études artistiques et académiques. Son portfolio était décrit dans les notes d'admission comme « prodigieux et singulièrement brillant ». Elle y avait étudié pendant un semestre. Ses notes étaient impeccables. Puis l'histoire prit un tournant. Au milieu de son deuxième semestre, son père, David Bennett, un architecte aux manières douces, avait été diagnostiqué avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie nerveuse dégénérative rare. La forme était agressive. En quelques mois, il fut incapable de travailler. L'assurance maladie de la famille, une police standard, avait un plafond de remboursement ridiculement bas pour de telles maladies chroniques. Les coûts étaient astronomiques. Visites, tests de spécialistes, kinésithérapie, traitements expérimentaux. Ils épuisèrent dans les économies de la famille, puis leur fonds de retraite, puis la valeur de leur maison. Adèle avait essayé de rester aux beaux-arts en prenant des petits boulots, mais la distance et le stress croissant étaient trop importants. Le rapport incluait une copie de sa lettre de désistement à l'université. Elle était brève, formelle et déchirante dans sa simplicité. En raison d'une urgence médicale familiale grave, je suis contrainte de retirer ma candidature indéfiniment. Elle était rentrée à Lyon pour devenir aide-soignante. Elle avait un frère plus jeune, Léo, qui était au lycée à l'époque. Adèle avait pris sur ses épaules le fardeau de toute la famille. Le rapport détaillait une série d'emplois. Barista, intérimaire de bureau, vendeuse en magasin, et enfin les 2 emplois qu'elle occupait actuellement. Le matin dans un pressing et le soir au bouchon Lia. 11. Elle travaillait près de 80 heures par semaine. Leur maison familiale avait été vendue. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement de location dans un quartier peu recommandable de la ville. Chaque euro qu'elle gagnait était consacré aux soins de son père et à l'éducation de Léo. Le rapport notait que Léo venait de terminer ses études à l'Université de Lyon avec un diplôme en informatique, sans dette, grâce à sa sœur. Elle avait sacrifié son avenir pour le sien. Des larmes piquèrent les yeux de Nathanael, des larmes chaudes et furieuses, face à l'injustice écrasante de la situation. Le monde avait pris la personne la plus vibrante qu'il ait jamais connue et avait tenté de la réduire en poussière. Mais elle n'avait pas cédé, elle avait plié, elle s'était sacrifiée, mais elle n'était pas brisée. Elle avait protégé sa famille de son propre corps, encaissant chaque coup. Le rapport contenait également une section sur le GIRD en Grégoire Dubois. C'était sordide, une série de plaintes d'anciennes employées, toutes réglées discrètement par le propriétaire du restaurant pour éviter les ennuis. Harcèlement, vol de salaire, abus verbaux. C'était un petit tyran dans un petit royaume, s'attaquant à ceux qui n'avaient pas d'autres options. Nathanael ferma le fichier, une résolution froide et dure se solidifiant dans sa poitrine. Son plan initial avait été de l'aider. Maintenant, son plan était de la restaurer. Il devait lui rendre la vie qui lui avait été volée. Mais comment? Une injection directe d'argent était toujours hors de question. Il savait que l'Adèle du lycée aurait été mortifiée. La femme qu'elle était maintenant, forgée dans le creuset de l'épreuve et du sacrifice, serait carrément insultée. La fierté était probablement la seule chose qui lui restait, et il ne serait pas celui qui la lui prendrait. Il arpenta son bureau, les lumières de la ville comme encens à scintiller à l'extérieur. Il devait lui offrir non pas une aumône, mais un coup de main. Une opportunité si parfaitement adaptée à elle, si indéniablement légitime que sa fierté lui permettrait de l'accepter. Il repensa à son art, aux croquis qu'elle avait l'habitude de faire. C'était plus que de jolis dessins, c'était des designs, des concepts. Elle avait une capacité unique à visualiser des idées abstraites. Elle ne dessinait pas seulement des gens, elle dessinait des émotions, des systèmes, des idées. Une idée germa. C'était audacieux, non conventionnel, mais cela pourrait fonctionner. Synapse Dynamics avait une branche philanthropique, la fondation Synapse, qu'il avait financée mais largement ignorée. Elle soutenait l'éducation STEM et les startups technologiques dans les communautés défavorisées. C'était louable, mais ça manquait d'âme.
Elle n'avait pas d'identité visuelle, pas de marque, pas d'histoire. Elle ressembla, et beaucoup à lui, une belle calculatrice sans âme. Il prit son téléphone et appela la directrice de la fondation, une femme brillante nommée Dr. Alani Reyes. Dr. Reyes, Nathanael Harrington. Je restructure la communication publique de la fondation. Nous lançons une nouvelle initiative axée sur l'intersection de l'art et de la technologie. Je veux une refonte visuelle complète, un nouveau logo, un nouveau langage de conception, un nouveau récit. Je crée un nouveau poste pour diriger cela. Artiste conceptuel principal et stratège de marque. C'est soudain, Monsieur Harrington, dit Dr. Reyes clairement décontenancé. Avez-vous un candidat en tête? Nous passerions normalement par un long processus de recherche avec une agence de premier plan. J'ai la seule candidate en tête, dit fermement Nathanael. J'ai découvert une artiste, une indépendante. Son travail précoce montrait une promesse incroyable, et je crois que son expérience de vie unique donnera à la fondation l'authenticité qui lui manquait. Son nom est Adèle Bennett. Je veux que vous prépariez une offre généreuse. Salaire à 6 chiffres, avantages sociaux complets pour cadres, y compris notre régime d'assurance maladie familiale de premier ordre, aide à la réinstallation, prime à la signature, la totale. Monsieur Harrington, avec tout le respect que je vous dois, offrir ce package à une inconnue. Elle n'est pas une inconnue pour moi, coupa Nathanael, sa voix ne laissant aucune place à la négociation. Ce n'est pas un débat. Trouvez tous les anciens portfolios en ligne d'elle que vous pouvez. Skyblog, Caramel, tout ce que vous pouvez déterrer d'il y a 10 ans. Utilisez cela comme prétexte officiel de découverte. Je m'occuperai de l'approche initiale moi-même. Ayez simplement la lettre d'offre prête pour demain matin. Il raccrocha. Le plan était en marche. Il l'abordait, et non pas comme Nathanael Harrington, le fantôme milliardaire de son passé, mais comme Nathanael Harrington, le PDG de Synapse Dynamics, qui, par un coup de chance, était tombé sur son talent oublié. C'était un mensonge, une fiction soigneusement construite, mais c'était un mensonge au service d'une vérité plus grande, restaurer une artiste brillante à la place qui lui revenait de droit. Et quant à M. Dubois, Nathanael passa un autre appel. Celui-ci était pour son conseiller juridique principal. « David, dit-il, sa voix tombant à un calme glacial, je veux que vous enquêtiez sur le propriétaire d'un restaurant appelé le Bouchon Lyonnais. Trouvez chaque violation du code de la santé, chaque infraction au droit du travail, chaque squelette dans son placard. Je veux acheter l'immeuble où se trouve son restaurant, et je veux trouver des motifs pour résilier son bail immédiatement. » La partie était engagée, et Nathanael Harin, gestion ne jouait jamais pour perdre. 2 jours plus tard, la pluie était revenue à Lyon, un crachin persistant qui reflétait le battement nerveux dans la poitrine de Nathanael. Il était assis dans sa voiture, une Audi discrète, pas l'ostentatoire McLaren qu'il conduisait habituellement, de l'autre côté de la rue du Bouchon Lyonnais. Il avait choisi son heure pour arriver pendant l'accalmie entre le coup de feu du dîner et la foule de fin de soirée. Le restaurant était à moitié vide. À travers la fenêtre embuée, il pouvait voir Adèle se déplacer avec une grâce familière et lasse, une figure solitaire faisant tourner le petit monde du bistrot. Dans sa mallette, sur le siège passager, se trouvait un dossier. Il contenait une offre d'emploi méticuleusement préparée de la Fondation Synapse et une impression de quelques-unes des anciennes créations numériques d'Adèle qu'il avait fait dénicher par Arthur Gabel dans les profondeurs d'Internet. C était la pièce maîtresse de son mensonge soigneusement construit. Ce n'était pas une mission de sauvetage d'un ami de lycée. C'était un recrutement professionnel. C'est ce qu'il devait continuer à se dire. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture et traversa la rue, la brume froide s'accrochant à sa veste. La cloche au-dessus de la porte tinta, le son maintenant chargé de signification. Adèle essuyait le comptoir, le dos tourné vers lui. Elle ne se retourna pas. « Installez-vous où vous voulez. J'arrive tout de suite. » « En fait, dit Nathanael, sa voix plus stable qu'il ne le sentait, j'espérais vous parler spécifiquement, mademoiselle Bennett. » Au son de sa voix et de son nom formel, elle se figea. Lentement, elle se retourna. Ses yeux verts s'écarquillèrent, le masque professionnel tombant pour révéler un choc pur et sans mélange. La reconnaissance pointa, suivie d'une tempête complexe d'autres émotions. Confus, ione, suspicion, et un embarras profond et douloureux. Elle essuya instinctivement ses mains sur son tablier, un geste de profonde conscience de soi. « Nathanael !» « Nathanael Harrington » souffla-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bonjour, Adèle.
dit-il, offrant un petit sourire prudent. Ça fait longtemps. Ouais, une décennie et quelques milliards d'euros, d'après ce que j'ai entendu dire, dit-elle, une étincelle de son ancienne vivacité d'esprit faisant surface avant qu'elle ne semble immédiatement le regretter. Sa posture se raidit. Écoute, si c'était à propos de l'autre soir, le pourboire, tu n'aurais vraiment pas dû. C'était beaucoup trop. Ce n'est pas à propos de ça, dit-il rapidement, et c'était la moindre des choses. Puis-je m'asseoir? Ce n'est pas vraiment une conversation à avoir debout au milieu d'un restaurant. Elle hésita, ses yeux parcourant la salle presque vide comme et si elle cherchait une issue. Elle était piégée. Finalement, elle fit un signe de tête sec vers la banquette qu'il avait occupée auparavant. « D'accord, 5 minutes. Je suis en service. » Il se glissa d'un côté de la banquette, posant sa mallette sur le vinyle à côté de lui. Elle se glissa de l'autre côté, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. L'air crépitait d'une tension qui était en partie une vieille histoire, en partie un nouveau mystère. « Alors, commença-t-elle, sa voix cassante, à quoi dois-je cet honneur? Tu as eu une soudaine envie de café qui coûte moins cher qu'une place de parking ?» Le sarcasme était un bouclier, et il pouvait voir la vulnérabilité qu'il protégeait. Il décida de l'affronter de front, mais doucement. « Je me souviens d'un temps où tu m'as dit que mon goût était tragiquement sous-développé. Je vois que tu as toujours cette opinion. » Une lueur de surprise dans ses yeux. Elle se souvenait de avoir dit ça. « J'étais une adolescente. J'étais une idiote. »« Tu étais brillante, » la corrigea-t-il doucement. « Tu étais la personne la plus intelligente du lycée du parc et tu le sais. » Le compliment sembla la déstabiliser. Elle détourna le regard vers la fenêtre striée de pluie. « Ça m'a bien servi. Écoute, Nathanaël, j'apprécie ce retour dans le passé, mais je travaille. Qu'est-ce que tu veux ?» C'était le moment. Il ouvrit sa mallette. « Je suis ici pour affaires, Swaddell. »« Mes affaires. » Il fit glisser le dossier sur la table. « La branche philanthropique de mon entreprise, la Fondation Synapse, subit une refonte majeure. Nous recherchons une nouvelle perspective, quelque chose d'authentique et d'humain pour connecter notre mission axée sur la technologie au monde réel. Quelqu'un de notre département RH, en faisant une recherche approfondie de talents locaux, a trouvé un de tes anciens portfolios en ligne. C'était impressionnant. Adwente. » Elle fixa le dossier comme si c'était un serpent. Elle ne le toucha pas. « Un portfolio? Je n'ai rien mis à jour depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver? » « Tes travaux pour la candidature aux Beaux-Arts, » dit-il, s'enfonçant dans la fiction. « La série Métamorphose, les études au fusain de paysages urbains. C'était brut, mais la vision, c'est exactement ce qui manque à la Fondation. » Son visage pâlit. Elle le regardait maintenant avec une suspicion intense. « C'est impossible. Personne ne regarderait ça. C'est enterré. »« Internet n'oublie jamais, » dit-il avec un haussement d'épaule, espérant que cela paraisse désinvolte. « Adèle, nous créons un nouveau poste, artiste conceptuel principal. Le travail consisterait à construire l'identité visuelle de la Fondation à partir de zéro. C'est un poste de direction. Il est accompagné d'un salaire substantiel, de tous les avantages sociaux pour toi et ta famille, et d'une liberté créative totale. » Elle baissa finalement les yeux et ouvrit le dossier. Elle vit la lettre d'offre officielle sur papier à en-tête de Synapse Dynamics, le chiffre du salaire imprimé en noir et blanc. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle laissa échapper un rire court et sec, sans aucune gaieté. C'était le son de l'incrédulité. « C'est une blague, » dit-elle en repoussant le dossier vers lui. « C'est une offre de pitié, Nathanaël. C'est toi, le milliardaire, qui essaie de sauver la pauvre fille de son passé. Je ne veux pas de ta charité. » Sa voix tremblait, un mélange de fierté et de fureur. « Ce n'est pas de la charité, » insista-t-il, se penchant en avant, sa voix sincère. « C'est un vrai travail. J'ai vu ton travail. Je me suis souvenu de ton talent, et j'ai réalisé que tu es la personne parfaite pour ça. Le salaire est proportionnel au poste. Les avantages sont standards pour un cadre supérieur dans mon entreprise. Ce n'est pas une aumône. »« Pourquoi moi ?» répliqua-t-elle, ses yeux verts lançant des éclairs. C'était la première fois qu'il voyait la fille du lycée, la débatteuse, la combattante. Il y a des milliers d'artistes à Lyon, des artistes avec des diplômes, des portfolios récents et des relations. Pourquoi moi, une serveuse qui n'a pas touché un fusain depuis des années? Il savait que c'était le moment critique. Le mensonge l'avait mené aussi loin que possible. Il devait lui donner un morceau de la vérité, une vérité différente. « Parce que je te dois quelque chose, » dit-il doucement. Son expression passa de la colère à la confusion. « Tu me dois quelque chose? Pourquoi ?» Il prit une inspiration. « La bourse d'excellence Victor Hugo. »
Le nom flotta dans l'air entre eux, un fantôme d'un passé commun. La bourse Victor Hugo était la plus prestigieuse bourse complète décernée dans leur lycée, un ticket d'or pour n'importe quelle grande école du pays. Ils avaient été les 2 finalistes. Il avait gagné. Ils se souvenaient d'avoir vu son visage dans l'amphithéâtre quand ils avaient annoncé son nom, le flash bref et dévastateur de déception avant qu'elle ne recompose ses traits en un sourire poli et n'applaudisse pour lui. Ils s'étaient à peine parlé après ça. « Et alors ?» demanda-t-elle, sa voix basse et sur la défensive. « Je sais que tu penses que je l'ai gagné juste parce que mes notes en maths et en sciences étaient supérieures d'une fraction de point, dit-il. Mais il y avait une dissertation et un examen des besoins financiers. Je n'ai jamais dit ça à personne, Adèle. Mais ma famille avait des difficultés à l'époque. L'entreprise de mon père avait pris un coup énorme. Nous étions sur le point de perdre notre maison. J'avais besoin de cette bourse. J'en avais besoin. Quand j'ai écrit cette dissertation, je n'écrivais pas seulement sur mes ambitions. J'y vais pour sauver ma famille. Et quand j'ai gagné, je me suis senti si coupable parce que je savais que tu étais plus brillante, plus complète. Je savais que tu la méritais tout autant, sinon plus. J'étais juste plus désespéré. Il la regarda droit dans les yeux, la laissant voir la vérité sans fard et la honte qu'il avait portée pendant des années. Ce n'est pas de la charité pour ce que tu es maintenant. C'est une correction, une tentative de rééquilibrer la balance pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ce travail est réel, le besoin est réel. Et la personne dont j'ai besoin pour le remplir est une artiste brillante, avec une profonde compréhension de ce que signifie lutter. C'est toi, Adèle. Elle le fixa, ses murs défensifs s'effondrant visiblement. La colère dans ses yeux fut remplacée par une compréhension naissante, une réévaluation d'une blessure qu'elle avait portée pendant plus d'une décennie. Juste à ce moment, Hante, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. « Bennett, la table 4 veut l'addition et il y a plus de café », aboya M. Dubois, s'essuyant les mains grasses sur son tablier. Il jeta un coup d'œil à Nathanaël, ses yeux se plissant. « T'as un problème ici? Ce type t'embête ?» Adèle tressaillit visiblement à son ton. Avant qu'elle ne puisse répondre, Nathanaël se leva, sa pleine hauteur semblant diminuer le gérant corpulent. Il dégageait une aura d'autorité calme et létale qu'il réservait habituellement au conseil d'administration hostile. « Il n'y a aucun problème, » dit Nathanaël, sa voix calme mais portant un poids de commandement indubitable. « Mademoiselle Bennett et moi terminons une réunion d'affaires. Sa dernière d'ailleurs. Elle envisage un nouveau poste dans mon entreprise et je crois qu'elle va l'accepter. » Dubois ricana. « Un nouveau poste? Pour faire quoi? Nettoyer ton manoir ?» Nathanaël eut un sourire mince si froid. « Elle gagnera plus en un mois que vous ne gagnez en un an, et je choisirai vos prochains mots très très soigneusement. Parce que même si vous gérez ce restaurant, il se trouve que je suis propriétaire de l'immeuble, et je viens d'être mis au courant de certains rapports très préoccupants sur votre style de gestion. Le bail, je crois, a une clause de moralité. » Le visage de Dubois passa du rougeau au blanc fantomatique. Il regarda la montre chère de Nathanaël, puis sa veste impeccablement taillée, la réalité de qui il avait en face de lui finissant par s'imposer. Il ouvrit la bouche, puis la referma, bredouillant comme un poisson hors de l'eau. Nathanaël tourna le dos au gérant, son attention revenant entièrement sur Adèle. Elle le regardait avec de grands yeux étonnés. Il ne lui avait pas seulement offert une bouée de sauvetage, il avait terrassé un dragon pour elle, là, au milieu de son royaume fatigué. « Viens pour un an. Te demain, » dit-il doucement, sa voix redevenue douce. « Rencontre la directrice de la fondation, vois les bureaux, sans engagement, vois juste ce que cette vie pourrait être, celle que tu as toujours été censé avoir. » Il fit glisser le dossier de son côté de la table. « L'offre est valable. J'espère te voir demain, Adèle. » Il se tourna et sortit du restaurant, laissant Adèle Bennett assise dans la banquette, la lettre d'offre entre les mains, son monde irrévocablement et terriblement changé. Devant elle, ce n'était pas un cas de charité, mais un choix. Une porte vers un passé qu'elle croyait mort et un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Le siège de Synapse Dynamics n'était pas un bâtiment, c'était une déclaration, un éclat de verre et d'acier qui perçait l'horizon de Lyon, un monument à l'ambition et au succès. Quand Adèle Bennett entra dans le hall le lendemain, vêtue du seul blazer correct qu'elle possédait, elle se sentit comme une fourmi entrant dans une cathédrale. L'échelle même de l'endroit était conçue pour intimider, pour que l'on se sente petit et insignifiant. Et ça marchait. Une femme calme, impeccablement habillée, avec une tablette à la main,
l'accueillit avant même qu'elle n'atteigne la réception. « Mademoiselle Bennett, bienvenue chez Synapse Dynamics. Monsieur Harrington vous attend. Le docteur Reyes vous retrouvera au 48e étage. » Le trajet en ascenseur fut silencieux et incroyablement rapide, ses oreilles se bouchant à mesure qu'elle montait. Le 48e étage abritait la fondation Synapse. Contrairement au hall d'entrée froid et impersonnel, cet espace était différent. Il était plus chaleureux, avec des touches de bois, des murs végétaux et de grandes fenêtres qui inondèrent l'espace de lumière naturelle. C'était un espace qui attendait une âme. Le docteur Alani Reyes était une femme formidable, d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs et un sourire chaleureux et sincère qui mit immédiatement Adèle à l'aise. Il n'y eut pas d'entretien. Le docteur Reyes traita son acceptation comme une fatalité. Elle fit visiter les lieux à Adèle, parlant avec passion des objectifs de la Fondation et du besoin désespéré de cette touche très humaine que Nathanaël avait mentionnée. Nathanaël, monsieur Harrington, a une capacité étonnante à voir le potentiel que d'autres manquent, dit le docteur Reyes, alors qu'elle se tenait devant un mur blanc dans ce qui serait le bureau d'Adèle. Il a été très clair. Vous avez la vision pour cet espace, pour toute cette marque. C'est une toile vierge, votre toile. En regardant la vue imprenable sur la Saône depuis la fenêtre de son futur bureau, Adèle ressentit un mélange vertigineux de terreur et d'euphorie. Pour la première fois en 10 ans, quelqu'un ne lui demandait pas d'être pratique, d'être résiliente, de survivre. On lui demandait de rêver. Elle accepta le poste. La scène au bouchon lyonnais quand elle démissionna fut plus satisfaisante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle ne cria pas, ne fit pas de scène. Elle entra simplement pendant le service de Dubois, lui tendit son tablier et dit « Je démissionne », avec effet immédiat. Dubois, encore secoué par sa rencontre avec Nathanaël, hocha simplement la tête docilement. « Bonne chance », marmonna-t-il, incapable de la regarder dans les yeux. En sortant, elle vit Marthe, la femme âgée, assise à sa banquette habituelle. Adèle s'approcha, glissa un billet de 100 € sur sa table et murmura « La tarte est pour moi, pour le mois prochain. » Les yeux reconnaissants et remplis de larmes de la femme furent une meilleure récompense que n'importe quelle dispute avec son ancien patron. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Adèle fut emportée dans une nouvelle réalité. Son premier salaire représentait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu en un seul endroit de sa vie. La première chose qu'elle fit fut d'engager une infirmière à domicile spécialisée pour son père, soulageant l'immense pression qui avait été sa compagne constante pendant des années. Elle fit déménager sa famille de leur appartement exigu dans un condominium lumineux et spacieux, avec vue sur un parc, le tout couvert par l'aide à la réinstallation de son contrat. Elle vit son père sourire, un vrai sourire, pour la première fois depuis des années. Elle regarda son frère Léo s'épanouir, n'étant plus accablée par la culpabilité du sacrifice de sa sœur. Au travail, elle renaquit. L'artiste en elle, en sommeil depuis si longtemps, se réveilla avec une faim vorace. Elle dessinait, elle concevait, elle peignait, elle remplissait des tableaux blancs d'idées, sa créativité jaillissant d'elle. Elle redessina le logo de la Fondation, transformant le froid et corporatiste de Synapse en une représentation abstraite et élégante de 2 mains tendues pour se connecter. C'était brillant. Et Nathanaël, en le voyant, avait simplement dit « Je le savais. Je savais que tu l'avais encore en toi. » Sa relation avec Nathanaël s'installa dans un rythme professionnel confortable, bien que l'air entre eux fût toujours chargé d'une électricité tacite. Ils déjeunaient ensemble à la cantine des cadres, parlant d'art, de technologie et de tout le reste. Il n'était plus le garçon maladroit du lycée ou le milliardaire intimidant. Il était juste Nathanaël, un homme étonnamment seul, incroyablement brillant, et qui la regardait avec un respect et une admiration qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis une éternité. Une romance fragile et hésitante commença à éclore, lente et prudente, bâtie sur un fondement d'histoire partagée et de confiance retrouvée. Mais dans le monde des géants, le sol n'est jamais stable, et très longtemps. Et Nathanaël Harrington avait des ennemis. Le plus dangereux d'entre eux était Damien Croft, le PDG impitoyable d'un conglomérat technologique rival, Ariane Systems. Croft était un prédateur d'entreprise qui considérait les affaires non pas comme une compétition mais comme une guerre. Il essayait depuis des années de percer les algorithmes de compression propriétaires de Synapse, sans succès. Voir Synapse s'épanouir maintenant avec une branche philanthropique louée et en pleine croissance était du sel sur sa blessure. Il surveillait chaque mouvement de Nathanaël cherchant une faiblesse, une fissure dans l'armure,
Et puis, il trouva Adele. Grâce à son propre réseau d'espions industriels, Croft apprit l'existence de la nouvelle artiste conceptuelle principale de la fondation. Il apprit son passé, son embauche soudaine, sa relation étroite avec Nathanael. Pour un homme comme Croft, une histoire de rédemption ressemblait à une vulnérabilité. Une femme sortie de l'obscurité et à qui l'on avait tout donné était une femme qui pouvait être utilisée. L'attaque ne vint pas avec un grand bruit, mais avec un murmure séduisant. Un après-midi, Adele reçut un email. Ce n'était pas sur son adresse Synapse, mais sur son ancienne adresse personnelle. Il provenait de la galerie d'art contemporain Vanguard, un nom dont elle n'avait jamais entendu parler. Il prétendait être une nouvelle galerie exclusive à Paris, et, grâce à un découvreur de talents anonymes, ils avaient vu son ancien portfolio des beaux-arts. Ils étaient absolument captivés. Ils voulaient lui offrir une exposition solo. C'était son rêve le plus ancien, le plus profondément enfoui, servi sur un plateau d'argent. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Une exposition solo à Paris. Elle était prudente. Elle en parla à Nathanael autour d'un café. « Ce n'est probablement rien, dit-elle, essayant de minimiser son excitation. Ça semble trop beau pour être vrai. » Nathanael, aveuglé par son bonheur pour elle, l'encouragea. « Adèle, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Ton travail est incroyable. Bien sûr que les galeries vont s'intéresser. Nous pouvons faire examiner les contrats par notre équipe juridique. Tu devrais absolument poursuivre cette piste. » Sa foi en elle était si absolue qu'elle l'emporta sur son propre scepticisme. Elle entama une correspondance avec un conservateur de la galerie nommé Sébastien. Il était charmant, compétent et effusif dans ses louanges. Ils se parlèrent au téléphone et il décrivit l'espace de la galerie, les acheteurs potentiels, l'attention des médias. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le piège fut tendu avec un soin exquis. Pour finaliser le catalogue de l'exposition, écrivit Sébastien dans un email, notre équipe de conception a besoin de votre portfolio complet en haut trait. Solution. Je sais que la plupart est ancien, mais nous voulons montrer tout l'arc de votre parcours. J'ai joint un lien vers le serveur sécurisé de notre galerie. Il suffit de créer un dossier à votre nom et de télécharger les fichiers directement depuis votre ordinateur. C'est crypté de bout en bout pour votre protection. Adèle, étourdie par l'excitation, ne vit rien de mal. C'était une demande standard. Ce soir-là, travaillant tard dans son magnifique bureau chez Synapse, elle cliqua sur le lien. Un portail de connexion d'aspect professionnel apparut. Il semblait légitime. Elle se connecta et commença à télécharger ses fichiers d'art, d'anciens croquis, des projets des beaux-arts, et même certains des nouveaux concepts sur lesquels elle travaillait pour la Fondation. Le téléchargement fut lent, prenant près d'1 heure. Quand ce fut terminé, elle se déconnecta, envoya un rapide email à Sébastien et rentra chez elle, l'esprit rempli, et de visions de ses peintures accrochées sur un mur blanc immaculé dans une galerie parisienne. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Le serveur sécurisé était un cheval de Troie de la plus haute sophistication. Le lien ne lui avait pas seulement permis de télécharger des fichiers. Il avait téléchargé un programme silencieux et invisible sur son ordinateur. Un programme qui, une fois la connexion coupée, commença à ramper à travers le réseau Synapse en utilisant ses identifiants de sécurité de haut niveau. Il se déplaçait comme un fantôme à travers les pare-feux et les protocoles de sécurité, se dirigeant vers une seule cible, le code source de l'algorithme de compression de données révolutionnaire de Nathanael, les joyaux de la couronne de Synapse Dynamics. La brèche fut détectée à 3h17 du matin par un démon de sécurité automatisé que Nathanael avait lui-même conçu. Des alarmes, silencieuses et numériques, retentirent à travers le réseau. Nathanael fut réveillé par un appel de son chef de la cybersécurité. « Nous avons une brèche, Nathanael. Une brèche massive. C'est un travail de l'intérieur. » Nathanael fut au bureau en 15 minutes, son cœur une pierre froide dans sa poitrine. Dans le centre de sécurité stérile et éclairé de bleu, les preuves étaient étalées sur un écran géant, une piste de miettes de pain numérique. « La brèche provient d'un poste de travail au 48e étage, » dit le chef de la sécurité, le visage sombre. Les données ont été exfiltrées vers un serveur intraçable en Europe de l'Est. Les identifiants de l'utilisateur, ils appartiennent à un cadre supérieur de la Fondation. Il tapa une commande et un nom apparut à l'écran, Adèle Bennett. Nathanael fixa le nom, son monde basculant sur son axe. Non, c'était impossible. C'était une erreur, un coup monté. Ça devait l'être. Vérifiez ses journaux, vérifiez l'activité de son or. Dinateur, ordonna Nathanael, sa voix tendue. Ils le firent, et les preuves étaient accablantes. La connexion au serveur inconnu, le transfert de données massif qui coïncidait exactement
avec l'heure de la brèche. Le point d'origine était sans l'ombre d'un doute son ordinateur, utilisant ses identifiants. Pour le système et pour quiconque regardait, c'était un cas flagrant d'espionnage industriel. Le protocole de l'entreprise pour une brèche de cette ampleur était brutal et immédiat. Licenciement, poursuite judiciaire, intervention fédérale. Son conseil d'administration, lorsqu'il serait informé, réclamerait sa tête sur un plateau. Nathanaël se tenait dans le centre de sécurité silencieux, les écrans lumineux se reflétant dans ses yeux horrifiés. Il était au bord d'un précipice. D'un côté, Synapse Dynamics, l'empire qu'il avait bâti à partir de rien, son œuvre de toute une vie, maintenant gravement blessée. De l'autre côté, Adèle, la femme qu'il avait tirée des cendres, la femme dont il était en train de tomber amoureux, la femme qui, selon toutes les preuves, venait de le trahir de la manière la plus dévastatrice qui soit. Son cœur lui disait qu'elle était innocente, mais les données, son Dieu, son langage, le fondement de son monde entier lui disaient qu'elle était une traîtresse, et il devait faire un choix. Nathanaël se tenait dans le centre de sécurité froid et éclairé de bleu, les données hurlant la culpabilité d'Adèle. Chaque protocole exigeait qu'il la coupe, qu'il avertisse les autorités et qu'il la traite comme un agent hostile. Le conseil d'administration exigeait déjà une action, mais l'esprit de Nathanaël rejouait son visage, la gentillesse lasse dans le bistrot, l'espoir ressuscité dans son nouveau bureau. Les données étaient absolues, mais son intuition était une voix dissidente, puissante. Il fit son choix. « Verrouillez le réseau », ordonna Nathan. À elle, sa voix dangereusement calme. « Cette enquête reste en interne pendant 24 heures, sous mon autorité personnelle. Personne ne fait remonter l'information. » Compris. Le chef de la sécurité hocha simplement la tête. Nathanaël ignora sa voiture et prit une moto Ducati du garage. Il avait besoin du rugissement du moteur pour faire taire le doute dans sa tête, alors qu'il filait à travers la ville vers l'immeuble où il l'avait aidé à s'installer. Un fait qui ressemblait maintenant à une ironie amère. Il frappa. Adèle ouvrit la porte, son visage rayonnant d'une joie qui le frappa comme un coup physique. « Nathanaël, tu ne vas pas le croire, la galerie a envoyé le contrat », rayonna-t-elle, faisant un geste vers sa famille qui célébrait à l'intérieur. La vue de leur joie innocente solidifia sa résolution. « Adèle, dit-il, sa voix plate, dépourvue de chaleur, nous devons parler, seuls. » Sur le balcon, les sons festifs de l'inter, hier s'estompèrent. « Nathanaël, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, son sourire s'effaçant. Il devait être direct. « La galerie, Adèle, elle n'est pas réelle. » À 21h15 hier soir, pendant que tu téléchargeais ton portfolio, un cheval de Troie sur leur serveur a volé le code source de notre algorithme principal. Toute mon entreprise a été compromise et ta signature numérique est sur chaque partie de l'opération. La couleur quitta son visage alors que les mots connectaient en son rêve, se transformant en cauchemar. « Quoi ? Non, c'était une exposition solo, balbutia-t-elle, reculant contre la balustrade. La réalisation la frappa de plein fouet. « C'était un mensonge, murmura-t-elle, ses yeux grands ouverts d'horreur. La galerie, rien de tout ça n'était réel. Sa dévastation était absolue. Ce n'était pas le visage d'une personne prise sur le fait, mais celui d'une âme brisée par la connaissance que son propre rêve avait été, utilisé comme une arme contre l'homme qui le lui avait rendu. « Oh mon Dieu, Nathanaël, qu'est-ce que j'ai fait ?» sanglota-t-elle. En voyant son désespoir total et sincère, Nathanaël sut. Les données pouvaient aller au diable. Il la croyait. « Écoute-moi, dit-il, sa voix se raffermissant, lui prenant les épaules. « J'ai besoin que tu réfléchisses. Quelque chose d'étrange à propos du téléchargement. N'importe quoi. » Elle secoua la tête, son esprit un brouillard de panique, puis marqua une pause. « Léo, mon frère. Il a jeté un coup d'œil au lien hier. Il a dit quelque chose. » Elle appela son frère sur le balcon. « Léo, le lien de la galerie. Qu'est-ce que tu as dit à ce sujet ?» Juste que c'était un protocole de port bizarre pour un simple téléchargement, dit Léo inquiet. Masqué pour paraître sécurisé, mais routé par un canal non standard. J'ai pensé que c'était juste un hébergeur de serveurs un peu excentrique. Pourquoi ? C'était la faille dont Nathanaël avait besoin. La seule imperfection dans un coup monté parfait. « Léo, dit Nathanaël, son esprit tournant à plein régime. Tu viens avec moi. » Il regarda Adèle, ses yeux flambant maintenant du feu de la guerre. « Reste ici. Verrouille la porte. Ne parle à personne. Je vais m'en occuper. » Pendant les 18 heures suivantes, le bureau de Nathanaël devint un centre de commandement.
pendant que son enquêteur Arthur Gabel confirmait que la galerie Vanguard était une entité fantôme. Nathanaël et Léo disséquèrent le cheval de Troie. Il était conçu pour s'effacer, mais ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une seule chaîne de code non effacée, une signature numérique. Elle appartient à un groupe de cyber-mercenaires connu sous le nom de Nyx, souffla Léo les yeux écarquillés. Arthur n'eut pas besoin de vérifier ses dossiers. Nyx est sur la liste de paye officieuse de Damien Croft. C'était la première, irréfutable. Mais prouver l'innocence d'Adèle n'était pas suffisant. Nathanaël devait mettre fin à la guerre. Il s'attend à ce que je sois dans le chaos, en train de démolir mon entreprise, dit Nathanaël, un plan brillant et audacieux se formant. Nous allons utiliser son arrogance contre lui. Nathanaël et Léo utilisèrent les propres méthodes du pirate, créant un pot de miel, un fichier de données nommé Synapse Projet Ether Clé Algorithme. Ils le plantèrent profondément dans le propre réseau de R&D de Damien Croft, le faisant passer pour le prix ultime, divulgué par l'un des propres employés de Croft. Le piège se referma en moins de 3 heures. Damien Croft, arrogant et avide, mordit à l'hameçon. Au moment où il tenta d'accéder au fichier depuis son terminal personnel, cela déclencha une alarme silencieuse vers une unité dédiée de la DGSI et déploya simultanément une bombe logique, corrompant systématiquement chaque serveur de son réseau de R et D. Les agents fédéraux firent irruption dans son bureau, le prenant la main dans le sac. Croft ne put que regarder avec horreur des décennies de recherche de sa propre entreprise se transformer en poussière numérique. C'était un assassinat d'entreprise d'une élégance inégalée, échec et mat. Le lendemain matin, Nathanaël tint une conférence de presse, disculpant publiquement Adèle et annonçant une nouvelle division de cybersécurité chez Synapse, qui serait co-dirigée par Léo Bennett. Des semaines plus tard, la tempête était passée. La fondation Synapse organisa sa grande réouverture, sa nouvelle image de marque connaissant un succès retentissant. La pièce maîtresse de la galerie était une grande peinture à couper le souffle d'Adèle. Elle représentait un vortex tourbillonnant de couleurs sombres et chaotiques, se résolvant en une lumière brillante et chaude. Elle l'avait intitulée « Le fantôme dans la machine ». Nat, Anaël se tenait à ses côtés, la foule autour d'eux s'estompant en un bourdonnement. « Toutes les données du monde me disaient que tu étais coupable, dit-il doucement, mais j'ai choisi de te croire. » Adèle se tourna vers lui, ses yeux clairs, et rempli d'un amour qui avait été forgé dans le feu. « Et j'ai choisi de te faire confiance pour que tu le fasses, » répondit-elle. Il lui prit la main. Ce n'était pas la main d'un milliardaire et de la serveuse qu'il avait sauvée. C'était la main de sa partenaire. Ils avaient affronté la tempête et en étaient sortis dans la lumière, plus forts et enfin ensemble. L'inauguration fut un triomphe non seulement pour la fondation, mais pour Adèle personnellement. Des critiques d'art, initialement attirés par le drame de l'affaire d'espionnage, restèrent pour l'authenticité et la puissance de son travail. Ils virent au-delà de l'histoire et reconnurent le talent brut qui avait couvé pendant une décennie. Eni, un critique influent du monde, la décrivit comme une voix essentielle, une phénix ressuscitée non pas des cendres de l'échec, mais des braises du sacrifice. Après l'événement, alors que les derniers invités partaient, Nathanaël emmena Adèle sur le toit du bâtiment. La ville de Lyon s'étendait sous eux, une tapisserie de lumière scintillante. « Tu te souviens du jour où tu m'as traité de belle calculatrice sans âme ?» demanda-t-il, un sourire au coin des lèvres. Elle rougit légèrement. « Je ne peux pas croire que tu t'en souviennes. J'étais si prétentieuse. »« Non, dit-il en se tournant pour lui faire face. Tu avais raison. J'avais construit ce monde entier, cet empire, mais j'étais vide à l'intérieur. Je ne vivais pas, je calculais des résultats. Tu as changé ça. Tu m'as rappelé ce que c'est que de ressentir quelque chose, de se battre pour quelqu'un, pas seulement pour une part de marché. Tu as redonné une âme à la M, à Chine. » Elle posa sa tête sur son épaule, le silence confortable entre eux en disant plus que les mots. C'était une fin et un commencement. L'histoire de la serveuse et du milliardaire était terminée. À sa place se trouvait l'histoire de 2 partenaires, 2 survivants, 2 âmes qui s'étaient retrouvées à travers le temps et l'adversité pour se reconstruire mutuellement. Et sous le ciel de Lyon, ils savaient que leur véritable chef-d'œuvre n'était pas un algorithme ou une peinture, mais la vie qu'ils allaient construire ensemble, une vie fondée non pas sur la perfection des données, mais sur la foi imparfaite et magnifique qu'ils avaient l'un dans l'autre.